Bonjour à tous, bienvenue à Morsenx à Nouvelle pour cette journée prévention. Merci Jeanne, Madame la Présidente, d'avoir validé cette journée à Morsenx à Nouvelle. Merci aux équipes de la prévention du CDG d'avoir retenu notre commune pour passer cette journée ensemble. Il y avait effectivement deux choix ce matin. Il y avait effectivement le choix prioritaire de venir à Morsenx sur journée de la prévention. Et il y avait également le choix d'aller au Congrès des maires à Paris. Donc vous nous avez fait le plaisir et l'honneur de venir prioritairement à Morsenx. Alors c'est effectivement beaucoup plus de techniciens puisque c'est une journée prioritairement proposée aux techniciens. Il y a quelques élus que j'ai croisés et donc je saluerai les élus une prochaine fois et j'espère surtout qu'ils siffleront un peu le Premier ministre aujourd'hui. Nous, on n'aura pas besoin de se siffler en principe. Moi, simple introduction sur cette thématique. On l'a dit quand nos amis de Dia Production sont venus faire une petite bobine qui va servir, je crois, dans la journée. Quand on est maire d'une commune, on est employeur. On est donc tenu de faire en sorte que les gens qui travaillent pour notre collectivité travaillent dans les meilleures conditions, dans des conditions qualitatives, mais dans des conditions de sécurité au travail. Ça fait partie des chantiers importants parce qu'on n'a pas toujours les moyens d'accompagner les agents comme on le souhaiterait. Malgré tout, on essaie de le travailler dans le cadre des instances, dans le cadre de la réglementation, dans le cadre de nos capacités financières. Et on a la chance d'avoir des services qui nous accompagnent dans cette mise en place, dans cette faisabilité, dans ces audits, dans cette analyse des pratiques. Et donc, ça fait partie de nos attributions. Alors, ce n'est pas nécessairement les choses auxquelles on pense en premier quand on est élu maire ou conseiller municipal dans une collectivité, mais malgré tout, on se rend compte dans la vie de notre collectivité que ça fait partie des choses ultra importantes pour faire en sorte que tout se passe bien. Et puis, nouveauté, pour faire en sorte que les gens restent sur leur poste de travail dans nos collectivités, éviter le turnover, surtout quand les agents sont de bons agents, ce qui est le cas dans la majorité des personnes qui travaillent sur nos collectivités. Donc, c'était très intéressant. Il y a aussi une culture à Morsenx d'accueillir le CDG, puisque historiquement, il y avait un président un peu morçonné pendant de nombreuses années, qui a marqué... Alors toi, je te laisserai le dire, mais effectivement, tu y es né, je crois, un petit peu, à Morsenx aussi. Donc, effectivement, pour être président du centre de gestion, il faut être né à Morsenx. C'est un principe de démarrage. Donc, je ne serai jamais président du centre de gestion, puisque le maire honoraire de Morsenx me dit que j'ai un problème, je ne suis pas né à Morsenx. Donc, voilà, c'est très grave. Mais plus sérieusement, je pense que ça, c'est important. Et le fait d'être là, aujourd'hui, je suis content, il y a le directeur du site d'Arjusan qui est là. Donc, tu peux venir, Denis, c'est ici. C'est important que vous soyez là, nombreux, parce que le travail est engagé, parce qu'il y a des enjeux importants. Et moi, l'exemple qu'on a retenu dans la petite capsule qui va passer, il n'est pas neutre. Être en capacité sans discrimination d'accueillir quelqu'un qui a eu un accident de la vie, qui a des fragilités, et qui malgré tout peut travailler sur son bassin de vie sans aucune forme discriminatoire et qui peut apporter à la collectivité toute sa technique et sa technicité pour assurer le service garage, vous allez le voir dans quelques minutes. Donc je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Je remercie encore la bande de la prévention du CDG qui est venue le préparer avec nos techniciens, qui est venu nous faire un coucou et qui aujourd'hui va faire en sorte que ça se passe très bien. Et puis je remercie le directeur qui est aussi un petit peu morçonné, du CDG, qui a passé quelques années, parce que là aussi, pour être directeur du CDG, il faut être passé à la mairie de Morsenx. Donc, merci Yvan Savary d'être avec nous. Bonne journée à tous, travaillez bien. Merci. Bien, merci Paul, et surtout, merci beaucoup de nous avoir accueillis, d'avoir tout préparé. Merci aux équipes qui t'ont soutenu et que tu as déjà remercié. Alors, effectivement, il a un peu défloré mon histoire. Moi, je suis née à Morsenx. J'y suis très attachée. J'y suis restée jusqu'à mes 14 ans. Donc, c'est quand même une époque où on est insouciant, heureux et dont on se souvient toute sa vie, ainsi que de nos professeurs et nos voisins. Enfin, bon, voilà. Je connais donc beaucoup de monde sur ce secteur. Et je suis particulièrement heureuse que le CDG renoue avec l'organisation de cette journée de prévention. Et elle est dédiée à la prévention des risques professionnels, bien entendu, c'est-à-dire la santé et la sécurité au travail. Et c'est pour nous, les employeurs, comme l'a dit Paul, c'est quelque chose qui pour nous est primordial, même si au départ, on n'est pas forcément conscient de tout ça quand on est élu.
On ne pense pas forcément de suite à ça, mais ça nous rattrape très très vite. D'abord parce que c'est une obligation légale, ce qui est une bonne raison aussi, mais qui n'est pas la seule. C'est qu'on se sent aussi une obligation et un engagement surtout de protéger nos équipes. Peut-être pas pour qu'ils restent, parce qu'ils ne partent pas si tant que ça. Comme l'a dit Paul, il faut aussi que nos métiers soient attractifs, mais ça fait partie de l'histoire. Et si nous, les employeurs, on a l'obligation, l'engagement de protéger nos agents, nos collaborateurs, on a aussi conscience qu'eux-mêmes doivent être avertis, qu'ils doivent se protéger, qu'ils doivent utiliser notamment les EPI et les outils de prévention, parce que s'il y a un souci, d'abord c'est eux qui en payent les conséquences dans leur corps ou leur mental, et puis il y a aussi des obligations légales là-dessus. Et j'en profite pour rappeler qu'une petite nouveauté, si on peut dire, concerne les RPS. Nous avons des obligations renforcées de moyens. Alors RPS, c'est les risques psychosociaux. C'est le grand truc à la mode qui est venu récemment, mais on s'aperçoit en travaillant dessus au niveau du CDG, en réfléchissant à comment vous aider, que c'est quand même une grande réalité, de gros problèmes, et qui sont peut-être encore plus difficiles à régler que les problèmes purement physiques. En tout cas, c'est des domaines purement RH, comme on dit, le RH est une science molle. Et en tout cas, le CDG, qui a pris ça à bras-le-corps dans son établissement pour servir de pilote, va proposer un service pour vous aider là-dessus. Et ce n'est pas une mince affaire. Et nous avons il y a deux grands problèmes, enfin deux grands thèmes. C'est d'abord, on prévient les risques, et puis ensuite, quand une situation à risque est identifiée, on fait tout ce que l'on peut pour essayer de l'accompagner. Aujourd'hui, le but, c'est pas juste qu'on vous raconte une histoire, alors on va faire un cours déjà, pour donner l'exemple, mais c'est surtout que vous échangiez, que vous réfléchissiez, que vous travailliez ensemble sur ce sujet fondamental qu'est la santé et la sécurité au travail. L'objectif de cette journée, c'est de vous faire un point sur les risques, et c'est aussi vous présenter tous les dispositifs que nous mettons à votre disposition au niveau du centre de gestion. Comme dans tous les domaines, nous sommes à votre service, nous travaillons sérieusement et fortement pour vous apporter une expertise et des conseils. Nous avons notamment dans ce domaine une équipe prévention qui sera là, que je remercie encore une fois. Nous allons aborder donc l'identification des risques, la mise en place de dispositifs de prévention et l'amélioration continue de nos pratiques. Parce que dans ce domaine, comme dans tous, mais encore peut-être plus particulièrement quand ça touche à l'humain comme là, l'expérience et le collectif, la réflexion ensemble sont des leviers qui sont essentiels parce que déjà les cas sont partagés et nous pouvons de cette façon faire évoluer les pratiques et permettre justement d'éviter les accidents, ce qui est quand même la première raison de notre journée aussi. Après toutes ces réflexions, échanges et autres, nous aurons une après-midi qui sera dédiée aux assistants de prévention avec 8 ateliers dont je ne vous dirai pas les noms parce que d'abord je ne les ai pas. Donc ça commence comme ça. Je voudrais enfin, sans vous embêter plus longtemps, remercier pour votre participation active et vos engagements en faveur de la prévention, remercier notre animatrice, Madame Cap-Tasté, et surtout vous souhaiter une excellente réunion, de fructueux échanges, et vous rappeler que le CDG sera toujours là pour vous aider, soit par des conventions que nous passons de temps en temps, soit aussi et surtout au fil de l'eau, par vos appels, et nous espérons que nos appels côté prévention seront beaucoup plus nombreux qu'après, quand il s'agit de régler les soucis après un accident. Merci pour votre présence et merci pour votre travail. Bonjour à tous, je suis Fabienne Capetasté, responsable pédagogique des écoles de Campus Land, conseillère municipale d'une commune landaise qui ne se situe pas dans le pays morconnais. Je n'ai pas d'ambition au CDG, donc ça tombe bien. Mais néanmoins, la commune est charmante puisque c'est Basse-Cons. Donc je suis très attachée à tout ce qui se passe au centre de gestion des Landes. C'est pour ça que j'ai
l'honneur en fait d'être présente suite à l'invitation pour pouvoir animer cette matinée. Donc cette journée placée sous le signe de la prévention des risques professionnels est une opportunité précieuse pour échanger, découvrir et approfondir les dispositifs qui soutiennent nos collectivités dans leur engagement pour le bien-être et la sécurité de tous. Dans quelques instants, nous débuterons les présentations des dispositifs au service des collectivités pour cette prévention des risques professionnels. Ensemble, nous aborderons des thématiques essentielles comme les aides du CIMET et du FIP, les prestations proposées par le service prévention, le rôle du comité social territorial et le tout nouveau fonds de prévention du CDG, sans oublier un focus sur la création d'un service dédié à la prévention des risques psychosociaux. Je vous invite à suivre ces échanges avec attention et à profiter de ces moments pour enrichir vos connaissances et vos pratiques. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui et je vous dis donc à tout de suite pour lancer les discussions. Je vais faire monter les premiers intervenants de cette première présentation. N'hésitez pas à interagir avec nous, c'est important que vous puissiez poser des questions. Je crois qu'il y a 2 micros mis à disposition dans l'Assemblée. Donc interpellez-nous, interpellez-moi, même si je ne vois pas vos visages, je verrai sûrement que ça bouge un petit peu. Vous êtes là aussi en tant qu'acteur de votre emploi, donc c'est important que vous puissiez poser des questions. Les présentations sont certes très, très étoffées, mais malgré tout, c'est important de pouvoir communiquer avec le staff. Tout le monde est là. Donc, pour le premier sujet, nous accueillons Charlotte Jeanneton, responsable du service insertion et maintien dans l'emploi au Centre de gestion des Landes, Raphaël Breton, directeur adjoint, Guillaume Tachon, responsable du service prévention, et Karine Laposte, qui vont intervenir, qui est responsable du pôle médecine, voilà, je vais y arriver, qui vont présenter donc les missions du service insertion et maintien dans l'emploi. Je vous laisse démarrer les présentations. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? 1, 2. Donc bonjour à toutes et à tous. Charlotte Jeanneton, je suis responsable du service insertion et maintien dans l'emploi au centre de gestion et également référente handicap. Donc on va commencer par présenter la création et l'évolution du service donc insertion et maintien dans l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Ensuite, on enchaînera avec la présentation des acteurs de la cellule insertion et maintien dans l'emploi, puis la présentation des missions. Et ensuite, on fera un petit focus sur les aides du Fonds d'insertion pour les personnes en situation de handicap dans la fonction publique, autrement dit le FIPHFP, ou FIP. Et M. Breton terminera sur les nouvelles orientations du service en lien avec la nouvelle convention. Donc, le service est né de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Elle comprend 3 principes. Donc, elle garantit aux personnes en situation de handicap le libre choix de leur projet de vie, ainsi que la compensation des conséquences de leur handicap. Elle permet la participation effective des personnes à la vie sociale en assurant l'accessibilité de tous à tout et de placer la personne handicapée au centre des dispositifs qui la concernent via la création de la MDPH et des commissions CDAPH. Donc cette loi redéfinit le handicap. Une personne n'est plus définie en tant que telle comme handicapée, mais handicapée par la situation et par l'environnement. Donc autrement dit, si on aménage l'environnement et qu'on compense le handicap, on diminue, voire on efface complètement le handicap. Donc, l'ensemble des adaptations et des aménagements de l'environnement permettent de réduire les obstacles et l'ensemble des aides permettent de limiter les conséquences du handicap sur sa vie personnelle, mais également sur sa vie professionnelle. Donc, renforcer la notion de compensation du handicap si l'environnement ne peut pas être adapté. Donc, ici, on observe une petite image qui est assez parlante. Donc dans la première, on est sur un principe d'égalité. Donc c'était au départ. Donc on observe
3 personnes, donc une grande personne qui est sur une caisse, qui voit bien, une moyenne personne qui a juste la tête qui dépasse et qui continue de voir, et qui est toujours sur cette même caisse, et une personne beaucoup plus petite, qui est toujours sur cette même caisse, mais qui ne voit plus. Donc on est sur le principe d'égalité. Est-ce que ce principe d'égalité permet de compenser le handicap? Ici, on voit bien que non. Ensuite, on a le principe d'équité. Le principe d'équité, on est toujours sur les mêmes personnes. On a toujours cet obstacle qui empêche la visibilité, mais on a compensé le handicap là-dessus. Donc, on a adapté la taille des caisses en fonction de la taille des personnes. Et ensuite, le dernier principe, c'est l'inclusion, c'est-à-dire que là, on a fait complètement disparaître l'obstacle, et donc là, on est sur la notion d'inclusion, et on a fait donc disparaître cet obstacle puisqu'on a aménagé l'environnement en lui-même. Donc on observe effectivement que au départ, on qualifiait une personne handicapée, donc elle était qualifiée par ses incapacités, et on change de vision, on va la voir de par ses capacités. Donc le handicap en quelques mots, donc la participation active de la population, la part active de la population, 9,7% de personnes porteuses de handicap, 80% des handicaps sont invisibles, donc ça c'est un chiffre qui est quand même assez important, puisque la référence qu'on a, c'est plutôt la personne en fauteuil roulant, donc la personne à mobilité réduite, mais le handicap ne se réduit pas qu'à ça. Ensuite, le handicap, donc c'est une difficulté dans un environnement donné. Alors, j'avais inscrit le principe du boulanger, c'est-à-dire que le boulanger qui devient allergique à la farine, il est en situation de handicap dans son métier. Par contre, il change de métier, il n'est plus du tout en situation de handicap. Et donc, les aménagements concernant l'accessibilité contribuent aussi, par exemple, à l'amélioration des conditions de travail des personnes valides. Par exemple, le fait de laisser un passage plus large va permettre une meilleure circulation, éviter potentiellement des accidents du travail, essayer de libérer l'espace et de libérer la circulation. Donc handicap avec un S, tout le monde peut être concerné. Donc là, en quelques chiffres, donc 48% des personnes en situation de handicap le sont sur des maladies invalidantes, 20% de handicap psychique, 15% de déficience intellectuelle ou de handicap mental, 13% de handicap moteur et 4% de handicap sensoriel. Donc là, encore une fois, ces chiffres nous montrent bien qu'il y a beaucoup de handicaps invisibles. Ces chiffres sont importants là-dessus pour la prise de conscience. Donc la création du service insertion et maintien dans l'emploi pour les collectivités, à quoi il sert? Donc, dans un premier temps, répondre à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mais également maintenir les personnes qui rencontreraient des situations difficiles sur leur poste de travail et leur laisser la possibilité de continuer à travailler via un aménagement de l'environnement ou des aménagements de postes et des compensations du handicap. Donc pour ça, moi-même, la référente handicap des services du CDG, je suis dans la mesure de mettre en place des dispositifs de soutien aux personnes et, de par ce fait, fournir une aide aux collectivités. Donc, mise en œuvre effective de la politique pour l'égalité des droits et des chances. Donc, ce qu'on met en place, un conventionnement avec le FIPH-FP, donc Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, plus de 12 ans de collaboration dans les démarches de recrutement, d'insertion des personnes en situation de handicap, donc ça fait plus de 12 ans que le service a été créé, une restructuration du CDG autour du service pour répondre aux situations de plus en plus complexes, et un travail de cohorte de la cellule insertion et maintien dans l'emploi qu'on va vous présenter à la suite. Donc cette fameuse cellule, donc moi je représente le service, donc je vais avoir un lien direct avec vous.
mais toute seule, c'est pas facile d'avoir une vision globale des situations. Donc, je m'entoure de mes collègues. Donc, je peux disposer et me mettre en relation avec une ergonome. On a 6 médecins du travail et 3 infirmières, une conseillère en évolution professionnelle qui est également chargée de PPR, 2 assistantes sociales, le pôle protection sociale, les services carrière, les services remplacement, le service juridique, les instances médicales et les services de prévention. Donc les missions de la cellule, donc pas uniquement les missions du service, les missions de la cellule. Donc on analyse les situations et on recherche des solutions pour vous accompagner dans la gestion de la prévention, des restrictions et de l'inaptitude pour aller jusqu'au handicap. Donc on propose une étude complète du poste de travail, où là on va pouvoir venir sur place et regarder un petit peu comment ça se passe, ou alors via la réception de l'agent lors de rendez-vous, les médecins vont pouvoir décrypter un petit peu ce qui se passe sur le poste de travail et proposer des aménagements. Un accompagnement anticipé des agents en risque d'inaptitude. Donc là, c'est en amont, essayer de détecter justement les situations qui peuvent mener à une situation d'inaptitude. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de préventif. Le reclassement professionnel. Donc là, on arrive à du curatif parce qu'on est sur de l'inaptitude, bien que de plus en plus, on essaye, par le biais de l'accompagnement anticipé, de prévoir un petit peu ces situations et de ne pas aller jusqu'aux ruptures pour pouvoir aller sur du reclassement en amont des situations d'inaptitude. Et enfin, une expertise du handicap, donc avec tous les professionnels du médico-social, où en fait on va pouvoir analyser les situations voilà, en groupe pour pouvoir vous donner la réponse la plus appropriée. On a également à disposition les aides proposées par le FIPH, donc on y reviendra un petit peu plus tard. Il y a un catalogue qui existe avec pas moins d'une trentaine d'aides et donc des financements associés qui, à l'heure actuelle, sont très peu utilisés pour l'enveloppe budgétaire et le nombre de collectivités qu'il y a sur le territoire. On travaille aussi sur le recrutement des apprentis travailleurs handicapés avec également un suivi au long du parcours. Donc on peut vous aider sur les montages de dossiers, sur les recrutements, sur le travail avec les CFA. On est en capacité de vous aider là-dessus. À l'heure actuelle, on propose un appui au montage des dossiers FIPHFP. On en reparlera plus tard, mais on va sûrement revoir le fonctionnement avec vous pour plus d'efficacité, pour réduire les délais et pour que la trésorerie revienne plus facilement et plus rapidement dans les caisses et pouvoir avoir un fonds de roulement pour proposer tout le temps plus d'actions. Un suivi social donc, par les AS pour les agents en difficulté, donc il ne faut pas hésiter à réorienter. Un accompagnement pour les dossiers à la RQTH, donc ça c'est la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Un sujet qui est encore assez tabou dans les collectivités et où le dialogue est assez compliqué. Il faut savoir que les personnes en situation de handicap ne sont pas dans l'obligation de transmettre ce document, ce qui peut parfois mettre en difficulté certaines collectivités. Donc il ne faut pas hésiter à en parler. Les personnes ne sont pas obligées de vous répondre qu'elles l'ont, mais en tout cas aborder le sujet et dire que ça existe. Les aides à l'adaptation du poste de travail et des actions sur l'environnement, donc via l'aménagement des postes de travail, des actions de formation et d'information à destination des agents, notamment via la formation réservée aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi d'agents polyvalents ou secrétaires de mairie, agents polyvalents administratifs. Donc un petit point sur les aides du FIPH. Donc, au sein des collectivités territoriales landaises, on a pu repérer, via le RSU 2022, 469 agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans 86 collectivités.
En 2023, les aides d'intervention du CIMEF concernaient 112 agents. Donc on observe, sachant que pour pondérer un petit peu, le RSU, comme vous le savez, est soumis à déclaration et donc n'implique que les collectivités qui ont donné l'information. Donc potentiellement, on est sur un nombre d'agents beaucoup plus élevé. Donc le catalogue des aides FIPH est divisé en plusieurs parties. Donc on a les aides techniques, les aides humaines, les aides individuelles à l'aménagement de postes de travail, qui sont les plus courantes et les plus connues, et les aides à la formation. Donc une petite phrase en fin de diapositive. Donc chaque collectivité landaise dispose d'un droit de tirage de 40 000 € par an. Donc je ne sais pas, voilà, à l'heure où les collectivités ont des difficultés financières, c'est quand même, ça peut être une manne financière intéressante à exploiter. Les aides du FIPHFP les plus sollicitées sur le département des Landes, donc l'aménagement et l'adaptation des postes de travail pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 72 en 2023, on était à 92 au mois de septembre. Là, on est sur 180. Voilà. Bilan de compétences, 10 en 2023, 45 en 2024. Donc on est sur une explosion des bilans de compétences, notamment par le biais des PPR. En fait, on a revu le dispositif et on a mis en place des bilans de compétences en début de PPR. Et comme on a une forte augmentation de mobilisation de ce dispositif, mécaniquement, on observe une grosse augmentation. Et les prothèses auditives, 8 en 2023, on était à 24 en septembre, on est à 30. Donc là, c'est une aide qui est assez particulière puisque c'est une aide qui intervient directement sur le portefeuille de l'agent. C'est-à-dire que l'agent paye ses prothèses auditives et la collectivité peut prendre en charge un delta qui est de 1 700 €. Alors on y reviendra un peu plus tard, mais c'est quelque chose qui est assez important puisque ça touche au pouvoir d'achat de l'agent. Donc je vous propose 3 petits focus. Un premier sur l'aide à l'aménagement du poste de travail pour les titulaires, mais aussi les personnes en CDD. Alors, on était sur uniquement les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi. On va passer également sur les personnes qui ont des aptitudes avec restriction. Donc ça, c'est une nouveauté dont il faut prendre aussi la mesure. Ensuite, les dispositifs de financement de l'apprentissage et pour finir, les aides pour les prothèses auditives. Donc l'aide à l'aménagement de poste. On est parti sur quelque chose d'assez pratico-pratique. Donc elle se fait sur préconisation du médecin du travail pour les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, mais également mobilisable en prévention pour les personnes aptes avec restriction. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Attention, sans préconisation du médecin du travail antérieur à l'achat d'un matériel adapté ne sera pas financé. Le point de départ, c'est bien le rendez-vous avec le médecin du travail et la préconisation. J'insiste vraiment parce qu'on a encore des collectivités qui sont de bonne volonté, qui achètent le matériel et qui se retrouvent en difficulté derrière parce qu'il n'y a pas de possibilité de financement, parce que ça n'a pas été fait dans le bon ordre. Donc cette aide-là prend en charge 80% du delta entre le matériel fourni par l'employeur et le matériel adapté. Donc, plus pratiquement, le prix d'un fauteuil classique, c'est environ une centaine d'euros. Le prix d'un fauteuil ergonomique, c'est 600 €. On observe donc un delta de 500 €. 80% de ce delta, c'est 400 €. Donc le FIPH, sur les 600 € du fauteuil ergonomique, va prendre en charge 400 €. Donc cette aide nécessite une préconisation du médecin du travail qui doit être établie en amont de toute action. Je répète encore une fois, mais c'est vraiment important. Donc ça, c'est quelques exemples d'aménagement de poste. Donc on observe un aspirateur de feuilles qui est motorisé. Donc en fait, l'agent tire très peu sur
sur le manche de son aspirateur et l'aspirateur en fait motorisé le suit. Donc ça évite d'avoir l'outil sur le dos ou alors d'avoir quelque chose qui est tracté et d'être tout le temps en train de forcer pour faire avancer l'outil. À droite, on observe un fauteuil ergonomique. Donc, il a un appui-tête avec des accoudoirs, un piétement bien particulier. Un casque, par exemple, pour le secrétariat, pour éviter d'avoir à décrocher le téléphone et limiter les gestes répétitifs. Et sur le dernier, on observe un écran sur pied pour avoir l'ordinateur à hauteur et de ne pas être en flexion de nuque permanente. Donc les aides à l'apprentissage, pour les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, il n'y a pas de critère d'âge. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Tout le monde peut avoir un contrat d'apprentissage, peu importe son âge. Le FIPH prend en charge les indemnités d'apprentissage sur le salaire chargé, donc salaire plus charge de l'employeur, les frais de tutorat, les frais de formation, l'hébergement, les repas, les déplacements, la formation également. Si le CNFPT ne prend pas totalement en charge, il y a un financement pour ça. Et les surcoûts pédagogiques, donc ça c'est l'adaptation de la formation en fonction du handicap de la personne qui est pris en charge, notamment s'il y a besoin d'heures supplémentaires ou d'aménagements particuliers. Donc pour vous donner un exemple, on est parti sur un apprenti au service espace vert dans une collectivité. Il coûte 1 829 € brut, charges comprises environ. Il est prévu 20 heures d'accompagnement indemnisable par le FIPH par mois. Donc la prise en charge du FIPH. Donc le salaire de l'apprenti, 80% du salaire chargé, ce qui représente 1 463,20 €. Le tutorat, donc, qui est sur 20 heures et qui est pris en charge au tarif horaire que coûte le tuteur. Les frais de formation, donc la totalité des frais de formation, et le surcoût de formation dans la limite de 150 € par jour, tout compris. Donc en gros, un apprenti coûte 400 € brut par mois environ. Les prothèses auditives, donc bruit, santé et bien-être au travail, le rôle essentiel de l'audition. Effectivement, il faut prendre soin de ses oreilles, puisque selon les métiers que l'on fait, elles sont assez indispensables. Je pense notamment aux personnes qui sont régulièrement au téléphone ou alors qui utilisent des machines-outils et qui ont besoin soit en préventif de PI et en curatif parfois de prothèses auditives. Je vais vous interrompre 2 petites secondes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Profitez d'avoir Charlotte ici. Non? Bon, ben on continue. Donc pour les modalités de prise en charge, ici c'est pareil, préconisation du médecin du travail. Donc en amont, l'agent peut aller voir l'ORL, mais ce qui fait foi, ça va être la préconisation du médecin du travail. Et le FIPH prend en charge 1 700 € sur 3 ans. C'est aligné sur la sécurité, le montant sur la durée de remboursement de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'un agent peut renouveler tous les 3 ans ses prothèses auditives. Et le plafond de remboursement, c'est 1 700 €. Donc là, une petite précision via ces images. Donc les appareils auditifs sont bien pris en charge. En revanche, pas les accessoires. Donc ça, c'est assez important parce que dans le devis ou dans la facture, les accessoires restent, quoi qu'il arrive, à la charge de l'agent. Donc ça veut dire que même si le delta à la charge de la collectivité, une fois la sécurité sociale et la mutuelle déduite, est en deçà de 1 700 € et qu'il y a des accessoires, la collectivité ne doit pas payer ces accessoires-là parce qu'elle ne sera pas remboursée. Donc là, j'ai mis un petit lien sur le catalogue du FIPH.
c'est pour information. Tout le monde y a accès. Et donc, je vais passer la parole à Monsieur Breton. Oui, alors, juste pour prendre la suite et conclure cette présentation. Donc, tout ce qu'on vous a présenté là, ça s'inscrit dans le cadre d'une convention entre le FIP-HFP et puis le centre de gestion. Et donc, les dispositifs de financement interviennent pour accompagner les collectivités. Et nous, on joue un rôle d'intermédiaire et puis d'accompagnement. Donc, les prochaines orientations qu'on va prendre et qui viennent juste d'être validées, puisqu'on est passé la semaine dernière en comité local devant le FIP-HFP, portent donc sur la communication sur le handicap, la promotion de l'apprentissage, le maintien dans l'emploi et plus particulièrement la mise en place d'une formation d'assistant de gestion administrative, dont Charlotte a parlé, qui est la formation sur le BOETH. Donc, premier axe, la communication. Donc là, aujourd'hui, ce qui existait, c'était un webinaire annuel qui était proposé à l'ensemble des collectivités sur la façon de remplir la déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Bon, on va maintenir cette possibilité-là, mais ça ne nous paraissait pas forcément totalement satisfaisant. Donc ce qu'a commencé à faire Charlotte et qu'on va dupliquer d'une année sur l'autre, ça va être un accompagnement directement sur les territoires en proposant, je crois, une quinzaine de demi-journées. Je parle trop fort ou pas? Une quinzaine de demi-journées sur les territoires pour plutôt accompagner directement les collectivités et les aider à saisir directement leur aide. La différence avec le système actuel, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités adressent à Charlotte les pièces du dossier au fur et à mesure, ce qui rallonge les délais. Et donc là, l'objectif, c'est que les collectivités remplissent par elles-mêmes et de situer Charlotte Genton plutôt sur un rôle plus d'accompagnement, d'expertise et donc de manière plus qualitative et de sorte à réduire aussi les délais d'attribution des aides. Ensuite, deuxième axe, c'est celui de la promotion de l'apprentissage des personnes qui sont en situation de handicap, parce que, comme on l'a indiqué tout à l'heure, le handicap, c'est une situation à un moment donné, mais on en a la démonstration à travers les personnes qu'on a accompagnées depuis des années, des gens qui ont suivi des formations, qui sont intégrés dans leur poste de travail. Aujourd'hui, personne ne peut faire la différence. Elles ne sont pas moins opérationnelles, elles ne sont pas moins productives. Donc voilà, c'est aussi la promotion de ce dispositif-là qu'on veut assurer. Donc l'apprentissage par le biais de l'appui du service remplacement. Service remplacement qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, constitue comme une agence d'intérim public par laquelle vous pouvez passer lorsqu'il y a des besoins à pourvoir dans vos collectivités. Un suivi individuel, mais aussi un suivi, alors ce qu'on appelle de cohorte, en gros une quinzaine, une vingtaine de personnes tous les ans dont on va essayer de suivre le parcours et l'insertion dans les collectivités. L'appui possible du service CIMEF, la responsable de la valorisation des métiers territoriaux, une collègue qu'on a recrutée sur ce volet-là spécifiquement pour faire le lien justement avec les collectivités, avec les instances de formation, avec les CFA, etc. Et dans l'objectif notamment de promouvoir justement l'apprentissage. On va accompagner aussi les collectivités pour mobiliser les aides à l'apprentissage, puisque Charlotte l'a détaillé tout à l'heure, les dispositifs de prise en charge sont quand même relativement importants. 80% du salaire qui est pris en charge, les dispositifs de formation qui sont pris en charge par le CNFPT. Ça veut dire que c'est quand même des choses qui sont relativement intéressantes. Et puis peut-être ce qu'on peut préciser, c'est que dans la mesure où les personnes sont en situation de handicap, en tout cas reconnues travailleurs handicapés, il y a une dérogation d'âge qui est accordée. Donc on peut faire de l'apprentissage avec quelqu'un qui a 45 ans à partir du moment où il est en situation, reconnu travailleur handicapé. Voilà, donc nous, sur l'apprentissage, l'idée c'est que les collectivités nous remontent leurs demandes, leurs besoins, le plus tôt possible aussi dans l'année, puisqu'il y a un système de recensement avec le CNFPT qui fait qu'il faut, avant le 31 mars de l'année en cours, avoir recensé les demandes si on veut pouvoir faire l'objet d'un remboursement des frais de formation par le CNFPT. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets de recrutement, si vous imaginez que certains collègues partent en retraite, l'apprentissage peut être un bon moyen de prévoir
la transmission de savoir-faire et puis préparer un départ d'agents. Troisième axe, c'est celui du maintien dans l'emploi, avec l'accompagnement par les travailleurs sociaux du centre de gestion pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, accompagnement qui porte sur la santé, le travail, mais aussi plus largement la vie quotidienne, la vie personnelle. La mobilisation des services du pôle médecine. Tout à l'heure, on avait la présentation un peu en étoile. Voilà, il y a une porte d'entrée qui est le CIMEF, mais ensuite il y a la mobilisation de tout un tas de compétences au sein de nos services. Et puis la mise en place des accompagnements en PPR, période de préparation au reclassement, où là c'est un dispositif qui connaît une croissance, alors, on ne va pas dire exponentielle, mais qui est très très importante, avec une très forte montée du nombre de personnes qui sont éligibles à la PPR. Alors ce qui manque pas de nous inquiéter, parce que qui dit éligible à la PPR dit inaptitude aux fonctions du grade. Et donc on assiste à une forte montée. On a travaillé un peu sur les chiffres, on voit que depuis 2019 on est sur des courbes qui augmentent vraiment fortement. Donc là les dispositifs qu'on vous propose, enfin qu'on vous présente, c'est ceux qui permettent d'accompagner le maintien dans l'emploi, de travailler sur le reclassement, etc. Mais bien évidemment, c'est relativement insatisfaisant. L'objectif est d'intervenir un petit peu plus en amont, et ça sera l'objet de la présentation qui va suivre par Guillaume et puis Karine. Et dernier point, donc sur les nouvelles orientations qui nous ont été validées par le FIPHFP, c'est la formation d'assistant de gestion administrative. En gros, ça correspond à la formation de secrétaire de mairie. Mais plus largement, cette formation peut permettre aussi à des agents d'intégrer des services administratifs qui peuvent être des services RH, compta, état civil, etc. Donc on s'adresse à des personnes qui, en l'occurrence, sont en situation de handicap et qui ne sont pas forcément issues des collectivités. Il faut par contre qu'elles aient une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc cette formation, elle existait déjà, elle se faisait en 4 mois. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer une formation par le biais de l'apprentissage. Donc les collectivités qui seront intéressées, il faudra qu'elles recrutent des personnes en apprentissage, donc pour un contrat de 6 mois. Et la formation se déroulera en alternance dans la collectivité, avec les dispositifs de prise en charge qu'on vous a présenté, c'est-à-dire grosso modo à peu près 400 € par mois pour la collectivité, pour un agent qui suivra un cursus d'apprentissage, et un apprenti qui probablement n'aura pas 25 ans, puisque moins de 25 ans, parce que dans les personnes qu'on a recrutées sur nos précédentes formations, ce n'était pas tout à fait la moyenne d'âge. Donc nous, on va être en recherche pour l'année prochaine de collectivités d'accueil, alors qui peuvent être des collectivités d'accueil soit parce que vous souhaitez préparer un recrutement, anticiper un départ à la retraite par exemple, soit uniquement parce que vous considérez que vous pouvez être maître d'apprentissage et puis assurer la formation pendant une durée de 6 mois. Donc nous, ça nous intéresse dans les deux cas, et plus tôt on saura qu'il y a des terrains d'apprentissage qui sont possibles, mieux ça sera pour nous, et y compris en termes de déclaration par rapport au CNFPT et par rapport à la possibilité d'une prise en charge financière des frais de formation. Voilà. Et donc ce qu'on a mis en place depuis cette année, qu'on va renforcer aussi, c'est le suivi en collectivité, c'est-à-dire que Charlotte fait l'accompagnement et puis va voir les agents qui sont en formation et en collectivité. Mais on a aussi nos collègues du service remplacement qui vont rencontrer les tuteurs et qui par la suite seront mobilisés pour, entre guillemets, placer les personnes dans les collectivités via le service. Donc quand on sait qu'on a une collectivité qui a besoin d'un secrétaire de mairie pour 1 mois, pour 2 mois, pour un congé maladie, on sait aussi qu'on a une cohorte de personnes qui suivent cette formation et qui vont être prochainement disponibles. Donc on essaie de rapprocher l'offre et la demande. Donc on vous invite à nous le dire au plus tôt, aujourd'hui si vous le souhaitez, demain, début d'année, mais le plus tôt possible. Voilà pour cette présentation sur la partie CIMEF. Merci pour toutes ces informations.
Je pense qu'on peut applaudir déjà pour ce premier cliché. Alors j'imagine que vous devez avoir quelques questions dans l'Assemblée. Les mains ne se lèvent pas. Vous n'osez pas. Bon, moi j'en ai une alors. Ah si, non, c'est tout en haut. Ah oui, voilà. Ah, allez-y monsieur. Le micro arrive à vous. Oui. Bonjour. Donc oui, ma question elle était pratique, c'était par rapport au financement de matériel ergonomique. Donc de matériel ergonomique, vous parlez souvent du prix d'un matériel lambda avec un prix d'un matériel ergonomique, mais quel est votre référentiel? Est-ce qu'il y a un tableau que vous avez sur votre catalogue peut-être qui explique ça? Non, en fait, il n'y a pas de référentiel. C'est le matériel, on va dire, qu'une personne lambda pourrait utiliser. Voilà, il n'y a pas de référentiel. Ok. Enfin, du coup, ça nous met parfois un peu en difficulté de savoir quel est le prix justement lambda, de savoir si on va effectivement bénéficier ou non du fonds d'insertion. Alors, ça ne doit pas vous mettre en difficulté puisque le matériel, vous allez sur Internet, vous tapez par exemple l'exemple d'un fauteuil, vous tapez fauteuil de bureau et vous mettez le prix d'un fauteuil de bureau normal. Après, fourchette basse, fourchette haute, pardon, j'insiste. Il peut y avoir un grand delta déjà sur le matériel lambda. Moi, je conseille de mettre plutôt fourchette basse. Okay. Mais après, voilà, ça n'est qu'un conseil. Ok, merci. Avec plaisir. Est-ce que d'autres questions Après, si vous avez un doute, vous pouvez revenir vers moi et on peut discuter des choses sans aucun souci. Profitez de la journée aussi pour interpeller. Donc vous avez donné des exemples généralistes. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret d'utilisation réussie des aides du CIMEP pour adapter un poste de travail que vous avez récemment effectué? Alors, il y a plusieurs types d'aménagements de postes qui ont été faits. Il y a des aménagements plutôt d'ordre matériel, type aménagement de bureau. Donc ça, c'est assez classique et je pense que vous connaissez tous. Après, il peut y avoir des aménagements un peu plus particuliers, comme par exemple de l'aide humaine. Donc, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Oui. Voilà, il y a des aides humaines qui sont possibles, qui viennent en fait, c'est une personne qui vient compenser un geste professionnel qu'un agent ne peut pas réaliser. Donc ça, c'est pareil, ça vient sur préconisation du médecin du travail. On en discute avec le médecin du travail en fonction des situations. Et il y a cette possibilité-là. Il y a différentes collectivités qui en bénéficient depuis quelques années. Et il y a de nouvelles collectivités qui viennent de le mettre en place. Donc après, la quotité de temps est à définir avec le médecin du travail. Il y a possibilité que le financement se fasse en interne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a du temps détaché dans la collectivité justement pour aller pallier un geste professionnel de son collègue. Ou alors, ça peut être un recrutement externe qui est financé sur la quotité de temps dont la personne accompagnée a besoin. Voilà. Ben merci pour cette réponse bien claire. Je pense qu'on va passer au prochain sujet. Donc, Guillaume Tachon et Karine Laposse vont rester avec nous en présence de Raphaël Breton. Et donc nous allons parler du service de formation et des prestations proposées. Oui, bonjour du service de prévention. Je vais appeler Barbara Chaubadet-Degui et Sylvie Groc, s'il vous plaît, qui vont venir témoigner par la suite. Donc moi, c'est Guillaume Tachon, je suis bien responsable du service prévention et pas directeur. Même si j'ai un lien de parenté avec quelqu'un de Morsinx, puisque j'ai mon frère qui travaille à Morsinx, bon, apparemment, il faut avoir un lien pour travailler au CDG et avec la ville de Morsinx. Donc aujourd'hui,
Je suis là pour vous présenter un petit peu les prestations du service prévention avec tout ce qu'on peut mettre en pratique. Également avec le témoignage de 2 collectivités. Barbara, vous pouvez venir, et je ne sais pas où est Sylvie Groc. Voilà, ok. Vous pouvez monter sur scène, il n'y a pas de souci, qui viendront faire un petit témoignage sur l'accompagnement qu'on a pu faire avec ces collectivités. Il y aura une présentation sur les sensibilisations aux conduites addictives présentée par Karine à côté de moi. Et on finira par la présentation de l'équipe prévention et en conclusion, s'il y a des questions à avoir. Donc depuis 2022, la création d'un nouveau service prévention, j'appelle nouveau service prévention parce qu'on est 3 agents à être arrivés sur cette année-là, avec une nouvelle équipe. Ce qui a été voulu par la direction, c'était de mixer aussi bien le secteur privé que le secteur public pour avoir un petit peu confronté nos expériences et proposer un accompagnement adéquat auprès des collectivités. Nouveau service, nouvelle convention. Donc auparavant, on venait dans les services, on établissait un devis pour des documents uniques, pour des accompagnements particuliers. Maintenant, de fait d'avoir une convention, on vient et dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle un état des lieux sur l'organisation santé-sécurité au travail. Donc cet état des lieux est réparti sur plusieurs thématiques. L'idée, c'est de nous donner une planification des choses que l'on va mettre en place et de l'accompagnement qu'on va pouvoir faire avec les collectivités. J'ai aussi mis l'ACFI à côté, puisque de fait, par la signature de la convention avec le CDG sur la partie prévention, vous avez l'ACFI qui est mise à disposition. ACFI, c'est l'agent chargé de la fonction d'inspection. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans mon déroulé. Donc pourquoi faire de la prévention? Voilà, c'est pour ceux que j'ai déjà eu en formation d'assistant de prévention, je pense qu'ils connaissent par cœur, ou du moins je l'espère. Mais en gros, on fait ça pour 4 enjeux. On a surtout des enjeux humains. L'idée, c'est de garantir la santé, d'améliorer les conditions de travail, éviter qu'un agent se fasse mal sur son lieu de travail, éviter les accidents, les maladies, et de développer des maladies professionnelles. Tout ça, ça va entacher l'enjeu économique, c'est-à-dire diminuer les coûts de santé. Vous allez voir que par la suite, je vais vous présenter une diapositive avec les coûts moyens d'une absence liée à une absence est liée aussi aux accidents et aux maladies professionnelles. Et vous allez voir qu'il vaut mieux investir dans la prévention plutôt que d'être dans la réparation. Tout ce qui est enjeux sociaux et sociétaux, c'est améliorer l'image de marque de la collectivité, favoriser le dialogue social, notamment avec les instances paritaires, les représentants du personnel. Et tout ce qu'on va vouloir éviter, et c'est là où notre accompagnement se fait aussi, c'est d'éviter tous ces enjeux juridiques avec les responsabilités civiles et pénales. S'il arrive un accident grave ou mortel, voilà, on peut arriver sur ces responsabilités-là. Donc le fait de venir et de mettre tout ça en place, c'est pour éviter ce genre de problématiques. En termes de coût des absences, donc là on a notre assureur, Reliance, qui a un stand derrière la tribune et que vous pouvez aller voir par la suite. On a repris les chiffres qu'il nous a transmis. Donc là on a un coût moyen par agent employé sur l'année 2022 qui reprend un petit peu tout, les maladies, les accidents, etc. Par agent on est à 2 300 € en coût direct sur l'absence. Donc ça c'est coût direct, c'est tout ce qui est les frais médicaux, pharmacie, etc. Et coût indirect, on dit que c'est 3 à 5 fois le coût direct, c'est-à-dire tout ce qui est baisse de performance, désorganisation, les retards, etc., les heures supplémentaires à récupérer. Et là où je veux en venir, voilà, c'est sur cette diapo-là, c'est le coût des absences liées aux accidents de travail, accidents de service, accidents de trajet, déplacement travail-domicile, et les maladies professionnelles. Vous voyez que là, sur un coût moyen, un accident de travail, voilà ce que ça peut coûter, 5 260 €. Sur les accidents de service, on est plus proche des 3 900. Accident de trajet, on est à 4 900. Et une maladie professionnelle qui engendre plus de coûts, on est au-dessus de 24 000 €. Tout l'objectif, c'est d'éviter tout ça. Notre accompagnement, il est là pour respecter ces 4 enjeux, améliorer les conditions, éviter les accidents et donc les maladies pro. De définir une politique de prévention avec vous, c'est super important ça aussi. Dans les formations, je peux également le répéter, c'est de mettre en place une vraie politique de prévention avec une vraie démarche globale au sein des collectivités.
dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail et de diminuer les accidents, les arrêts liés aux accidents et aux maladies professionnelles, et avoir un suivi un peu plus particulier par collectivité. Donc une fois qu'on a fait notre état des lieux sur l'organisation santé-sécurité, voici le bouquet de services qu'on peut vous proposer. Ça va être soit la mise en place d'un document unique sur l'évaluation des risques, soit des conseils et de l'aide technique, ça peut être des sensibilisations, je vais y revenir un petit peu plus tard dans la diapo, des conseils et des aides réglementaires, mais également tout ce qui est métrologie, des mesures. Donc notre coopération du service prévention, donc on va travailler avec les collectivités bien évidemment, mais on va aussi travailler en interne avec les services du centre de gestion. Donc avec les collectivités, tout le travail à faire c'est avec les CST ou les formations spécialisées. Là aussi l'ACFI a partie prenante dans ce travail-là. On va travailler avec les élus et la direction. Dans tous les cas, quand on va venir faire un état des lieux, 9 cas sur 10, on va devoir mettre le document unique d'évaluation des risques soit à jour, soit on va carrément le créer. On va être là et on va vous demander de créer un comité de pilotage sur l'évaluation des risques, en partenariat avec les élus, les encadrants, les assistants de prévention et les représentants du personnel, si possible. On a également les assistants et les conseillers de prévention. Donc, pour rappel, chaque collectivité doit avoir à minima un assistant de prévention. L'idée, c'est de collaborer aussi avec les assistants de prévention. Et je profite de cette journée pour également vous dire qu'en 2025, l'objectif est d'animer ce réseau de prévention à l'échelle du département, où on viendra vous rencontrer pour que vous puissiez vous rencontrer également. Ne pas attendre la journée de prévention pour faire tout ça. Et bien évidemment, en interne, on travaille aussi en pluridisciplinarité. Donc l'idée, c'est de travailler avec les ergonomes, les médecins, les infirmières, les services conseils en organisation et services juridiques, on ne le voit pas, mais c'est sur la partie jaune, mais c'est services juridiques. Là aussi, on essaye de se rencontrer régulièrement pour évoquer toutes les situations, apporter une expertise qui soit le plus adéquate aux problématiques rencontrées ou aux demandes effectuées par les collectivités. Donc, pour aller sur nos missions de manière générale, je vais bien évidemment parler du document unique d'évaluation des risques professionnels. On a un décret qui régit tout en matière d'hygiène et de sécurité dans les collectivités. C'est le décret 85-603 qui a été modifié le 3 février 2012 à 16h32, très exactement. Mais tout ça pour vous dire que ce décret, il dit que la partie 4 du Code du travail est applicable au niveau de la fonction publique. Donc ça tombe bien, l'article 41-21 du Code du travail, il demande de mettre en place un document unique d'évaluation des risques. Ce document, c'est le recensement de tous les risques auxquels sont confrontés les agents dans vos collectivités. L'idée, c'est de créer des unités de travail, de mettre en place cette évaluation des risques. Donc on va faire tous les risques, on va tous les recenser, pardon, excusez-moi, et on va regarder avec la fréquence, la gravité et un niveau de maîtrise, c'est-à-dire est-ce que vous êtes dans le vert, plutôt un risque maîtrisé, un risque orange ou un risque rouge, qui est un risque majeur et qui devra être une priorité dans votre plan d'action. En plus de l'article R41-21, il y a également le décret du 5 novembre 2001 qui demande à chaque collectivité de mettre en place ce document unique d'évaluation des risques. J'espère que je ne vous apprends rien en vous donnant toutes ces infos. Il y a de la réglementation, forcément, il y a des sanctions financières. Donc là aussi, c'est ce qui peut faire peur. Souvent, on alerte à ce niveau-là pour éviter tout ce qui est sanctions pénales et civiles. C'est-à-dire que si on n'a pas de document unique, c'est sanctionnable d'une amende de 5e classe. Donc 1 500 €, ça peut aller jusqu'à 1 500 €, voire 3 000 € en cas de récidive. Et on a tout ce qui est responsabilité pénale. Donc là, c'est la faute inexcusable de l'employeur. Et là, c'est le juge qui va regarder tout ça. Et là, c'est moins drôle quand ça arrive dans les collectivités. Donc l'idée de faire de la prévention, c'est d'arriver avant qu'il ne se passe tout ça, effectivement. Donc notre méthodologie, on n'a rien inventé, mais c'est la roue de Deming, c'est la fameuse la démarche d'amélioration continue. Ce n'est jamais fini. Le plus dur, ce n'est pas de créer un document unique, mais c'est de le faire vivre. Donc
Notre méthode, ça va être d'évaluer les risques, de créer un comité de pilotage, d'aller sur le terrain, de faire une planification de nos visites terrain, faire des groupes de travail, monter en collaboration un plan d'action, et puis ensuite, chaque année, on va revenir pour la mise à jour et voir où c'est que vous en êtes, si vous avez avancé ou pas. Suite à cette évaluation des risques, donc une fois qu'on a fait ça, sur le plan d'action, on va préconiser pas mal de choses, dont les métrologies. Par exemple, les métrologies sur les sonométries de bruit, donc c'est la mesure du bruit. Exemple, quelqu'un des espaces verts qui va tondre les espaces verts justement. On sait très bien que les tondeuses, c'est calibré, elles sont entre 90 et 93 décibels. On sait très bien que l'agent sera soumis au risque bruit. Par contre, dans les salles de restauration, notamment dans les écoles, souvent on nous rapporte un événement bruyant. Nous, on va venir et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer ces phases-là et on va pouvoir faire un rapport derrière en vous préconisant des choses à mettre en place. Et on va toujours respecter ce qui est demandé par la réglementation, c'est-à-dire les 9 principes généraux de prévention. Donc on va évaluer le risque, on va éviter le risque et on peut l'éviter, on va l'évaluer, on va le combattre à la source et puis ensuite on va aller jusqu'aux sensibilisations et au port des équipements de protection individuelle. Et sachez que le port de protection individuelle, ce n'est pas une priorité avant tout. On calcule d'abord et on regarde un petit peu tout ça. Donc avant de mettre des bouchons moulés aux agents, on va essayer de voir s'il n'y a pas une organisation autre à mettre en place. On a également des métrologies sur la lumière, un espace de travail trop éclairé, pas assez éclairé. Voilà, là aussi, on n'est pas capable de dire s'il y a assez de lumière ou pas, ou trop de lumière. On a un petit appareil qui s'appelle un luxmètre, que vous voyez ici en bas, et on va venir faire des mesures de lumière. Là aussi, l'objectif, c'est d'avoir des postes de travail éclairés, de bonne disposition, pas un éclairage en direct. Surtout si on a des tâches minutieuses, voilà, savoir si l'environnement de travail est bien éclairé. Là aussi, on fait un rapport où on vous préconise des choses à mettre en place. Et enfin, un petit nouveau qui va voir le jour à partir de 2025. Donc c'est tout ce qui est dosimétrie de vibration. Donc là, c'est sorti surtout avec les postes de conduite, les risques routiers notamment avec les camions, les tracteurs, tout ce qui est vibration sur l'ensemble du corps entier. Donc là, à partir de 2025, on va se doter d'un nouvel appareil et on pourra venir faire ces mesures-là dans vos collectivités pour celles où, bien sûr, on décèle ce risque-là. En termes de sensibilisation, on a plusieurs thématiques. Alors, on n'est pas organisme de formation, on est juste là pour faire des sensibilisations. C'est des sensibilisations flash, comme j'aime bien le dire, quart d'heure sécurité. On fait le bruit, par exemple, dès qu'on décèle du bruit que la collectivité nous demande de sensibiliser les agents sur le risque bruit. Je vous rappelle que ça peut déclencher des maladies professionnelles également, le fait d'être dans un environnement trop bruyant. Donc on va venir et faire des sensibilisations. On va également faire des sensibilisations sur le port des équipements de protection individuelle. Souvent, quand on vient vous voir dans les collectivités, vous avez les EPI, mais ils ne sont pas portés. Donc l'idée, c'est de savoir pourquoi ils ne sont pas portés, redonner du sens à tout ça et dire pourquoi on met les EPI en place. Et j'en profite pour vous dire que cet après-midi, il y a un atelier sur la sensibilisation au port des EPI qui sera animé derrière moi. Vous avez aussi notamment tout ce qui est sensibilisation sur le risque chimique. Donc là, vos espaces de stockage, comment ils sont, les bacs de rétention, si vous avez bien les fiches de données de sécurité et si vous avez les bons EPI adéquats avec les produits que vous utilisez. Donc là aussi, on est capable de venir faire des sensibilisations pour plus tard faire carrément un diagnostic sur le risque chimique. On a également le réveil musculaire. Donc je vois tous là que vous êtes en train de bouger sur votre siège. Ne vous inquiétez pas, il y aura la pause bientôt et on va pouvoir se faire un réveil musculaire à la pause peut-être. Mais l'idée de faire ça, c'est de sensibiliser les agents sur le corps humain, le fonctionnement, comment fonctionne le corps sur une durée de 24 heures avec les phases de récupération. Voilà, on entend tous dire j'ai mal au dos, à force de porter ça, je fais les mauvais gestes, j'ai mal au cervical, j'ai mal au lombaire. Bref,
L'idée, c'est de venir vous montrer le fonctionnement du corps humain et de finir par un petit réveil musculaire. L'objectif, c'est monter votre corps en température d'1 degré pour être bien chaud pour attaquer la journée. Autre sensibilisation que l'on peut mettre en place, c'est tout ce qui est sensibilisation sur les risques routiers, savoir, voilà, vous avez les agents qui conduisent des véhicules de service, comment les règles du jeu sont mises en place, est-ce que vous avez des chartes sur les risques routiers, des livrets sur le risque routier notamment. Cet après-midi, on a aussi des stands là-dessus, on a la CARSAT et on a la MNT qui vont nous proposer des petits ateliers aussi. Et enfin, on fait aussi tout ce qui est travail sur écran, donc l'ergonomie au poste de travail administratif, comment on se positionne face à un poste administratif. On fait ce travail conjointement avec l'ergonome et les médecins dans les 3/4 des situations. On ne l'a pas mis ici, mais on a aussi des sensibilisations sur le travail isolé. Cet après-midi, vous allez voir qu'il y aura un atelier là-dessus également. Voilà, qu'est-ce que le travail isolé? Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça pour cet après-midi. Donc dans les chiffres, voilà, depuis 2022 et cette nouvelle convention d'adhésion, on a 150 collectivités qui ont adhéré. On a réalisé 120 documents uniques d'évaluation des risques professionnels, 55 inspections, 30 sensibilisations, une trentaine de métrologies et 35 participations au CSTF 3SCT. J'ai mis en distinguo un chiffre de la Gazette des communes juste en bas, datant de février 2024. Chiffre national, hein, voilà, il y a 44 100 collectivités. Sur les 44 100 collectivités françaises, 17 000 ont réalisé leur document unique d'évaluation des risques. C'est même pas 1 sur 2. Les chiffres sont quand même assez alarmants, sachant que c'est un document obligatoire. Voilà, nous, toute l'idée de présenter ça aussi ce matin, c'est de vous accompagner dans ces démarches-là qui sont réglementaires et vous accompagner là-dessus. Je vais laisser la parole à Barbara Chobaden-Degui, qui est directrice générale des services de la mairie d'Angresse. Bonjour à tous. Donc moi, je vais effectivement essayer d'apporter un témoignage étayé de l'accompagnement et du lien qu'on a pu avoir avec le service prévention et le CDG donc depuis 2022. Nous avons, alors bien sûr, les enjeux ont été rappelés, ils sont cruciaux, parce que c'est une responsabilité de chacun, de l'autorité territoriale, mais également des élus et du conseil municipal et des agents également, hein, qui doivent être responsables et acteurs, des managers et des assistants de prévention. Donc c'est un travail collectif. Pour évoquer le cas précis de la commune d'Angresse, nous avons la chance d'avoir un conseil municipal qui a à cœur en fait d'apporter une politique de prévention pour ses agents. Et donc nous avons profité justement de cette convention de 2022 qui est portée par le CDG et le conseil municipal a délibéré donc le 4 février 2022 pour pouvoir être accompagné dans ce cadre réglementaire. Et depuis, on ne se quitte plus. Donc je crois que tous les mois, on a des contacts. Donc l'idée, dès le départ, ça a été en fait d'auditer la collectivité, de mettre en place des états des lieux. Donc ça a été l'audit santé-prévention de chaque poste. Ça a été mené par Madame Charbonnel. On a également établi l'audit sonométrie au service scolaire. Et on a dépoussiéré notre document unique qui datait de 2012 et qu'on a retrouvé dans un placard et qui aujourd'hui donc a été actualisé grâce au service également du CDG et de l'assistante de prévention Delphine, qui est une assistante de prévention proactive. Donc j'en profite également pour remercier tous les assistantes et les assistants de prévention qui sont importants dans chacune de nos collectivités. Et donc on a pu réélaborer donc ce document et nous l'avons actualisé, nous l'actualisons chaque année. Donc à partir de cet audit, de ces audits, puisqu'on en a fait plusieurs, on s'est tous réunis en comité de pilotage, puisque Monsieur le maire a décidé, on en a parlé ensemble dès 2020, d'instaurer un comité de pilotage dédié au personnel communal. Donc là encore,
les acteurs sont très importants. Il est composé de l'autorité territoriale, c'est-à-dire du maire, ça c'est important. Donc on se réunit tous les trimestres, de l'assistante de prévention, des responsables de chaque service et de moi-même. Donc tous les trimestres, en fait, cet audit a généré un plan d'action systémique et pluriannuel. Et donc on s'assure que chaque préconisation qui donc a été relevée dans le cadre de ce document unique notamment, eh bien, chaque objectif soit atteint. Et donc, ça passe également par l'intégration de la prévention dans notre quotidien. C'est-à-dire que la prévention n'est pas un sujet qu'on traite à part une fois tous les trimestres. Elle fait partie de nos objectifs de chaque semaine. Chaque semaine, on se fait un point avec les managers de service et l'assistante de prévention, et on intègre dans nos missions obligatoirement et dans les informations qui sont envoyées chaque semaine aux agents, la santé et la prévention. Et également, donc pour revenir sur ce que vous avez dit Guillaume, parallèlement, on sensibilise les agents. Donc on a mis en place pas mal de sensibilisation, j'espère que j'en oublierai pas. Et on a déjà prévu les prochaines d'ailleurs. Pour celles qui sont passées, on a donc traité notamment, avec l'aide également de la MNT, les troubles musculo-squelettiques. On a sensibilisé les agents autour des risques routiers et également de l'alcoolisme grâce à Ismaël. On a également prévu une sensibilisation aux produits chimiques le 26 novembre de cette année. Le 9 janvier prochain, on a un éveil musculaire, et ça me tarde, et c'est Guillaume qui s'en occupe et qui va nous montrer ça. Et je crois qu'en 2025, on a également prévu une évaluation de nos produits chimiques qui sera menée par Madame Charbonnel également. Donc en fait, l'idée, en tout cas pour en Grèce, on s'est vite mis autour de la table en fait et on a agi. Et je pense qu'au-delà de la logique réglementaire et procédurale, il faut également prendre conscience que les problématiques peuvent remonter des agents directement, leur faire confiance, parce qu'ils savent, ils connaissent leur métier, les écouter et leur permettre d'agir et de réfléchir avec nous. Ça facilite également cette prise de conscience. Voilà. Donc j'espère que je n'ai rien oublié. Et je tiens à remercier justement, j'en profite, le centre de gestion, l'accompagnement du service prévention, monsieur le maire aussi pour sa confiance et sa politique de prévention, et Delphine, l'assistante de prévention également. Merci à vous. Merci beaucoup à Barbara pour ce témoignage. Voilà, c'est un petit peu l'accompagnement que l'on souhaite mettre en place auprès des collectivités. On a invité Barbara Choba-Dendegui, la mairie d'Angresse, mais j'aurais pu inviter d'autres collectivités. Malheureusement, la scène n'étant pas assez grande, voilà, on s'est attelé à ça. Mais l'idée, c'est voilà, de vous montrer un exemple et comment ça s'est mis en place au sein de cette mairie. Avant de passer au témoignage de Sylvie Groc, je vous fais un point sur tout ce qui est la mission d'inspection avec l'agent chargé de la fonction d'inspection. Donc, comme je vous ai évoqué juste auparavant, de fait d'avoir signé la convention, il y a l'ACFI qui est mis à disposition. L'ACFI, c'est un acteur obligatoire au sein de vos collectivités à mettre en place. C'est quelqu'un qui va travailler sur tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est inspection. Il va aller un petit peu plus loin que nous, c'est-à-dire qu'il va aller fouiller dans vos classeurs, dans les bureaux, les parties oubliées, et voir si vous avez tout mis en place. Il est là pour contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité, et être un conseil aussi à la mise en place de tout ça. Donc l'ACFI, comment il procède? Il vient, il fait une inspection, il vous fait aussi un rapport détaillé avec en pourcentage les choses à mettre en place et en priorité, qui sont liées au domaine réglementaire.
Dernièrement, pour les collectivités qui ont adhéré avec nous, vous avez pu voir passer une lettre de mission. Donc c'est une lettre obligatoire à mettre en place entre le centre de gestion et les collectivités et à nous renvoyer. Et notre ACFI va passer vous voir pour expliquer un petit peu tout son rôle. C'est également bénéficier de l'ACFI, c'est aussi bénéficier d'une expertise sur tout ce qui est, par exemple, les jeunes travailleurs en formation professionnelle. Vous avez également tout ce qui est le registre danger grave imminent, le fameux droit de retrait. Là aussi, l'ACFI fait partie prépondérante des procédures à mettre en place. Et enfin, à la demande des collectivités, il peut assister et travailler en collaboration avec les représentants du personnel sur tout ce qui est CST, F3SCT, sur les visites de sites, sur l'analyse des accidents de service notamment. Et donc, pour harmoniser tout ça et avoir un retour d'expérience, je vais passer la parole à Sylvie Groc, qui est assistante de prévention de la mairie de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Alors bonjour à toutes et à tous. Moi je suis beaucoup moins familière du micro, donc j'ai un petit texte. Je suis assistante de prévention à la mairie de Saint-Vincent-de-Tyrosse depuis 2018. Nous sommes une commune de moins de 200 agents, donc notre affiliation au centre de gestion est obligatoire. Et au sein de la commune, il y a 2 assistants de prévention. De ce fait, notre collaboration avec le CDG est indispensable et plus régulière. L'ACFI de notre CDG, Madame Roch Anne-Catherine, est pour moi le contact qui représente la fiabilité. Elle est d'une grande écoute et d'une collaboratrice sans qui mon travail n'aurait absolument pas le même impact et la même reconnaissance de ma hiérarchie. Alors je vous explique un peu ce que je fais en tant qu'assistant de prévention. Notre outil de base, c'est le document unique, donc réalisé en 2019. Il y en est suivi dès le départ des inspections de santé et sécurité au travail réalisées par Anne-Catherine. Elle nous communique, elle, avec son rapport à chaque visite de synthèse, les avancées. Et grâce à ce travail constant, nous avons réalisé une mise en conformité pour l'année 2024 de 79,66%, alors qu'en 2019, quand on a fait le document unique et les premières inspections, c'était de 47,33%. Donc c'est une moyenne de tous les services. Pour nous, c'est un très gros résultat. Le travail du suivi a vraiment payé, car 32,33% d'amélioration, ça n'est quand même pas rien. Les visites d'inspection commencent par une réunion avec tous les acteurs du service concernés, plus un élu et les assistants de prévention. Donc un peu comme vous, à part que voilà, nous, on est un petit peu moins régulier. C'est juste au moment des visites que l'on fait ce travail-là. On n'a pas ce suivi que vous avez, mais je vais prendre note parce que c'est intéressant. Le côté positif de cette rencontre, c'est que ça permet d'affiner les visites et de solutionner les problématiques avant d'arriver sur le terrain, enfin certaines problématiques. L'accueil dans les services s'est toujours très bien passé et tout le monde voit l'utilité de la démarche. Le côté plutôt négatif, c'est l'organisation de l'inspection, justement. Voilà, c'est ça. Et ça n'est pas souvent le bon moment pour les programmer. Et avec un peu d'insistance et de patience, on y arrive, mais j'avoue qu'arriver dans les services, ça déstabilise souvent. Donc, mais bon, on y arrive, on connaît bien les gens. Moi, je suis à la commune depuis 37 ans, donc on arrive à communiquer avec des gens qu'on côtoie. Ça se passe assez bien. De mon côté, je fais des visites de poste dans tous les services. Je transmets mon travail à Anne-Catherine. Et mes rapports sont lus en CST. Ce travail-là permet de ne pas se laisser aller dans le temps et de corriger certaines habitudes qui ont parfois du mal à disparaître. J'ai pu compter sur l'aide de l'ACFI pour les actions qui m'ont été données en tant qu'assistant de prévention. La présence de l'ACFI en CST est importante, car pour certains sujets méconnus des agents, représentants du personnel, des élus ou de notre hiérarchie, son avis accrédite et fait valider des décisions. Pour exemple, dans notre dernière CST, nous avons refait le règlement intérieur avec possibilité de faire des contrôles alcoolémie et ces apports de réglementation et de retour d'expérience nous ont aidés pour des points bien particuliers. On a fait ce travail-là aussi grâce à notre sensibilisation avec Ismaël. Je vais vous donner également un exemple de notre collaboration. Je me suis rendu compte au cours d'une visite de poste que certains saisonniers, apprentis ou alternants avaient un A jeune conducteur sur leur véhicule personnel et ils ne l'avaient pas sur les véhicules de service. Un mail à tous les chefs de service a suffi pour régler l'oubli, ce qui était simple. Par contre, un des chefs de service concernés a voulu pousser les recherches sur la conduite
des minibus et m'a missionné pour trouver les réponses. J'ai trouvé des documents, mais ils ne me paraissaient pas tout à fait à jour. Et je suis allée un peu chauffer sur d'autres CDG, mais j'aurais pas dû parce que... Mais eux, ils n'étaient vraiment pas à jour. J'ai donc contacté Anne-Catherine qui a fait un très gros travail de recherche et des dernières règles applicables. Sa réponse est d'une importance capitale, car on parle d'un service qui fait du transport de jeunes enfants, d'adolescents et de personnes âgées. Les conséquences peuvent être très lourdes en cas de non-respect de ces obligations. Chaque fois que j'ai fait une demande, j'ai eu une réponse. Elles ne me plaisent pas toutes, mais c'est le principe du travail par équipe, donc on fait avec. J'en profite également pour remercier chaleureusement Anne-Catherine, sans qui, je vous l'assure, ma tâche serait beaucoup plus difficile, ainsi que ma hiérarchie qui me laisse une totale liberté dans mon travail. Et ça, c'est hyper important, parce que je n'ai pas de consigne, fais attention à ça ou ne va pas là. C'est vraiment, j'ai une totale liberté. Et quand on est assistant de prévention, pas conseiller de prévention, on part vraiment, on est à la base. Moi, je suis un agent catégorie C. Ça me permet de côtoyer peut-être plus facilement mes collègues. Mais le fait qu'on me laisse faire mon travail comme je l'entends et comme on me conseille au CDG, c'est quand même quelque chose de très très important. Voilà. On peut applaudir ce témoignage. Guillaume, c'est à vous. Merci à Sylvie Groc pour ce témoignage. Merci à toutes les deux de manière globale pour ce témoignage. Juste pour finir, et j'adore présenter cette diapo, c'est un petit peu le bilan de ce qu'on doit retenir. On a parlé de collaboration, de travail constructif. Mais voilà, s'il y a une diapo à retenir, c'est bien celle-là. On va voir que on a un niveau de contrôle avec l'ACFI, on a un niveau de mise en œuvre des mesures de prévention avec une autorité territoriale qui définit sa politique de prévention, qui met les moyens à disposition, un encadrement qui met en œuvre cette politique et qui contrôle un petit peu l'application des règles d'hygiène et de sécurité et qui assure également et qui assure aussi que tout se passe bien dans les services. Et des agents qui sont là pour appliquer les consignes de sécurité et faire les remontées notamment. Et sur la partie droite, un niveau de conseil. Donc pour rappel, en interne, vous avez un assistant à minima ou des conseillers de prévention, le médecin du travail, les représentants du personnel et le service prévention du CDG aussi qui est là pour accompagner tout ce beau monde. Donc l'idée c'est de passer de l'action plutôt d'un public réduit, service prévention, à l'action grand public où tout le monde est concerné et tout le monde est acteur de la prévention. Merci beaucoup. Donc on constate que les témoignages apportent un éclairage concret de tout ce qui est mis en œuvre. Et puis chapeau à tout ce que vous faites. Vous vouliez faire monter l'équipe, Guillaume, ou après? Voilà. On fait une petite... On y va sur la suite. Donc encore un petit instant de concentration. Bonjour à tous. Donc, je vais faire moi un petit focus sur les sensibilisations aux conduites addictives. Nos collègues d'Angresse et de Tyros viennent de parler des actions qu'elles ont menées sur ce thème-là avec Ismaël. Donc, effectivement, les addictions sont aujourd'hui un sujet de santé publique. Elles sont liées à la consommation d'alcool, de drogue. Elles sont aussi comportementales, comme la dépendance aux jeux, aux écrans. Elle touche tout type toute catégorie socio-professionnelle, toutes les classes d'âge aussi. Donc il est important de s'en soucier et dans le domaine professionnel, cette problématique existe aussi. Donc elle expose les agents à des risques accrus d'accidents et elles engendrent aussi des responsabilités à tous les niveaux, que ce soit l'agent qui s'expose, le collègue qui savait mais qui n'a pas osé dire, l'encadrant, l'employeur qui sait aussi mais qui ne sait pas forcément agir dans ce type de situation. C'est pour ça que le centre de gestion vous propose un accompagnement et des actions de sensibilisation aux addictions. Donc ce projet il est né il y a 2 ans en lien avec le sitcom de Bénès qui est aussi très proactif sur les actions de sensibilisation de la même manière qu'en Grèce. Alors, un partenariat a été mis en place entre la Mutuelle nationale territoriale et le centre de gestion par le biais d'une convention de mécénat de compétences.
Et également, le centre de gestion bénéficie de la mise à disposition d'un agent de la ville de Dax. Donc c'est Ismaël Bouranan, qui a déjà été cité 2 fois. Donc vous voyez l'importance de ces actions. Et il intervient auprès des agents au titre d'experts. Donc comment se passe ce dispositif? Il se déroule donc par groupe de 15 agents sur 4 sessions de 2 heures par jour. La MNT, par M. Riboulet, ici présent aussi, il tient un stand, vous pourrez le rencontrer derrière la grande tribune. Il sensibilise les agents aux risques routiers, pendant que Ismaël, pour le CDG, sensibilise davantage aux addictions, notamment liées à l'alcool. Donc pendant les sessions, les agents bénéficient de témoignages très parlants, parfois poignants. Ils peuvent réaliser des tests de positionnement. Ils échangent entre eux avec les intervenants. Également, il y a des simulateurs à disposition, des simulateurs que vous trouverez sur des ateliers cet après-midi dans la salle Petit Maroc et que je vous invite à aller réaliser. Voilà, c'est à la fois ludique mais très parlant et très pédagogique. Les collectivités ont la possibilité de se regrouper aussi pour pouvoir mener des actions pour le plus grand nombre. Aujourd'hui, à peu près 3000 agents ont été sensibilisés en 2 ans. Sur un volume de 15 000 agents, vous voyez qu'on a encore du travail à faire, mais c'est déjà beaucoup. Donc on va poursuivre ces actions qui sont mises en place, bien sûr, en coordination avec les assistants de prévention, les services de prévention et les services des ressources humaines. Également, on peut assister au CST, aux formations spécialisées, pour présenter ces actions. Il ne faut pas hésiter à solliciter notre intervention lors de ces instances. L'intervention, elle est gratuite pour toutes les collectivités et elles se font en proximité puisque les intervenants se déplacent au sein même des collectivités. Donc, quel est le rôle du centre de gestion pendant la session de sensibilisation? Donc, c'est ce que je viens de vous décrire. Et pour répondre aux fortes sollicitations, il y a une infirmière aussi qui interviendra dès 2025 en complémentarité. Elle fera une sensibilisation aux autres types d'addictions. Alors, il y a les addictions liées au tabac, à la drogue, à l'alcool. Il y a aussi les addictions comportementales, comme la dépendance aux écrans, par exemple, ou aux jeux. L'infirmière présentera des dispositifs d'aide, d'accompagnement, de soins. Elle peut orienter aussi l'agent vers des structures adaptées. Et bien sûr, l'infirmière sera en lien continu avec la collectivité qui souhaite mettre en place ces actions. Elle peut être aussi un lien continu avec les agents qui pourraient solliciter de l'aide. Donc, au quotidien, bien sûr, les différents services du centre de gestion accompagnent les collectivités. Alors, ça peut être malheureusement des sanctions, ça peut être guider la collectivité sur la responsabilité engagée. Ça peut être de la gestion d'équipe aussi, quand voilà, un service est confronté à ce type de problème. Et également l'équipe pluridisciplinaire médicale, je dirais, avec les médecins, les infirmières, les assistantes sociales, les psychologues, accompagnent les agents. Voilà. Voilà, donc en fait, je me tiens à disposition toute la journée pour, si vous souhaitez mettre ce type d'action en place. On a bien conscience que c'est une affaire d'équipe, voilà, et on a forcément tous aussi autour de nous, très probablement, une personne qui est confrontée à ce type de problématique. Donc voilà, il faut qu'on poursuive nos efforts pour sensibiliser, prévenir plutôt que guérir. Merci de votre... Et pour cela, nous allons faire monter Annelise, Sandrine et Anne-Catherine sur scène pour que vous puissiez les applaudir et les mettre en valeur, puisque tout cela se fait également grâce à une équipe. Et on applaudit, lâchez pas. Hein. Ouais, ça fait le réveil musculaire, là. C'est pas mal. Donc oui, avancez, mesdames. Je tenais à les présenter sur scène, mais déjà pour que vous puissiez les voir, et puis surtout parce que c'est un travail collaboratif avec l'équipe. Je ne serais pas là devant vous aujourd'hui si je n'avais pas l'équipe non plus. Donc merci de les applaudir chaleureusement. Et
Également, on a Ismaël Bournan, mon Dacois préféré, hein, qui est là, et avec monsieur Riboulet de la MNT. Voilà, vous pouvez les applaudir également. Oui, oui, gardez le rythme, puisque nous allons faire 10 petites minutes de pause. Donc vous allez pouvoir vous dégourdir, hein, et revenir concentré, d'ici 10 minutes.